Donc, on va commencer la démonstration qu'elle c'est la suivante. Quand j'ai une suite géométrique, vous savez que l'expression explicite d'une suite géométrique, c'est toujours une expression avec q puissance n. Je m'intéresse au cas où la raison est supérieure à 1. Intuitivement, si vous multipliez par un nombre qui est plus grand que 1, on est tous d'accord qu'intuitivement, ça va faire quoi? Ça va tendre vers plus l'infini. Ça reste de l'intuition. En mathématiques, l'intuition n'est pas une preuve. Et d'ailleurs, souvent, elle est donc erronée par rapport à une preuve qu'on pourrait faire. Donc, on va le démontrer. Donc, pour revenir à ta question, comment on démontre ça? On ne va pas le démontrer de façon directe. On va dire, si Q est supérieur à 1, c'est qu'on va pouvoir écrire Q sous la forme, comme on vous dit, 1 plus 1, avec A positif. Est-ce que vous êtes d'accord? Si Q est supérieur à 1, c'est qu'il peut s'écrire 1 plus un nombre, avec A positif. Et c'est ça qui va nous servir après pour démontrer la récurrence. Alors juste une question, il faut toujours savoir où on va. Pourquoi d'après vous c'est intéressant de démontrer que Q à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 1A? Pour démontrer que la limite de Q puissance n est égale à plus l'infini. Et oui, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle un théorème de comparaison. En vrai, pourquoi on vous fait faire ça? Parce qu'après le moment où vous allez comparer ces deux suites, si on arrive à prouver, et ça va être facile à prouver, que cette suite tend vers plus l'infini, vu, comme tu dis, que la suite qui nous intéresse est au-dessus, elle va tendre vers plus l'infini. Donc toujours, il faut vous demander pourquoi on fait les choses. Vous n'avez pas l'habitude de vous demander pourquoi on fait les choses. Et c'est un petit peu embêtant à chaque fois que je dis à des élèves développer votre conscience, mais c'est important de développer votre conscience. C'est ça qui fera que vous ferez des choses qui seront belles, extraordinaires, constructives, et que peut-être vous révolutionnerez ce monde. Si vous êtes des gens qui récitez des choses, ça ne changera rien dans la vie de personne. Bon, après on peut être très heureux comme ça, c'est pas la question, mais demandez-vous toujours pourquoi on fait les choses. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que si on arrive à prouver ça, on pourra utiliser, comme tu dis, le théorème de comparaison. Donc on va déjà prouver cette inégalité. Et on vous aide un petit peu, on veut prouver la propriété suivante, que pour tout n, on peut avoir Q puissance n supérieur ou égal à 1 plus 1A. Pour n appartenant, on ne vous demande pas un nombre entier particulier, donc on va le faire dans grand N. Donc, ça, on va le démontrer par récurrence. Et pourquoi on ne peut pas le démontrer autrement que par récurrence, d'après vous? Bon, pourquoi le procéder par récurrence? Parce qu'en fait, cette propriété, vous n'arriverez pas à la prouver avec un calcul littéral. Vous n'arriverez pas à la prouver en faisant toutes les valeurs de n, parce que ça voudrait dire que vous passeriez votre vie à tester les valeurs de n. Ce qui n'est pas un but dans la vie, je vous l'assure, n'essayez pas. Donc là, on va le prouver par récurrence parce qu'on aura juste l'initialisation au départ qui va nous dire que ça marche, puis ce procédé d'hérédité qui va dire, ben, puisque ça marche pour le premier, ça va marcher pour le second, puisque ça marche pour le second, ça va marcher pour le troisième, etc., comme ça, à l'infini. Alors, on n'est pas vendredi après-midi, donc normalement, vous devez être éveillé, le week-end s'est passé, vous avez pu vous reposer, dormir. Comment? Ah, c'est ça, c'est la fin de journée. Donc, on va commencer par l'initialisation. Qui peut me dire l'initialisation? Oui. Alors, on va tester pour n égale 0. Alors, pour n égale 0, q puissance 0, ça fait combien? Ça fait toujours 1, nombre à la puissance 0. Et 1 plus, je continue à t'écouter. Initialisation. 0 fois 0, 0 fois 1, ça fait 1. Est-ce qu'on a bien 1 inférieur ou égal à 1? Oui, alors je rappelle que inférieur ou égal, ça comprend le égal. Donc on a bien 1 inférieur ou égal à 1. Donc l'initialisation est vraie. Quand vous avez fait l'initialisation, vous passez à quoi? L'hérédité. L'hérédité fonctionne comment? Alors, on suppose pour un entier, et ça c'est très important, l'article indéfini. Donc pour un entier n, donc tu peux continuer ton raisonnement.
que la propriété est vraie. C'est-à-dire qu'on a Q à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus NA. Et nous, on veut prouver quoi? C'est quoi le principe de l'hérédité? Oui. Que c'est vrai pour un nombre, donc pour tous les autres. C'est pas ça le principe de l'hérédité. Je suppose que c'est vrai pour n, oui, que c'est vrai au rang n plus 1. D'accord? C'est ça le principe de l'hérédité. Ça s'appelle hérédité pourquoi? Parce que la génération va impliquer la génération suivante. C'est pour ça que ça s'appelle hérédité. Oui. J'ai pas compris l'initialisation. L'initialisation, on va vérifier si la propriété est vraie au départ. Et le départ, c'est pour n égale 0. Donc on calcule q puissance 0, ça fait 1. On calcule 1 plus 0 fois 1, ça fait 1. Est-ce qu'on a bien 1 supérieur ou égal à 1? Oui. Donc, c'est vrai au départ. Mais Q, on ne sait pas ce que C'est supérieur, pardon, excusez-moi, là, c'est supérieur. Ah, mais Q, je m'en fiche. Mais un nombre à la puissance 0, ça fait toujours 1. Après, Q, il peut prendre toutes les valeurs que tu veux. Sauf que tu veux juste une valeur qui soit plus grande que 1. Mais je me fiche de savoir combien vaut. Ça marche avec toutes les valeurs plus grandes que 1. Oui. Est-ce que je peux changer de place? Oui, tu peux changer de place. Tu veux aller où? Pas de souci. On veut démontrer que cela implique au rang suivant, que la propriété est vraie au rang suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que le rang suivant? Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que le rang suivant? C'est Q à la puissance n plus 1. Alors, c'est pas très compliqué. Ah, tu voulais répondre à la question? Oui. Mais tu sais, quand je suis retournée comme ça, est-ce que tu as vu si j'avais les yeux là derrière la tête? C'est vrai. Bon, donc si tu lèves le bras, je ne vais pas pouvoir te voir. Hein. Donc, sinon, tu mets ta paix, pas en claquant du doigt, mais... Donc, on veut passer au rang suivant. Ça devient quoi le rang suivant? Si on a Q puissance n et qu'on veut passer au suivant, il faudrait multiplier par combien? Par quoi? Je l'ai entendu. Par Q. Pourquoi il faut multiplier par Q? Parce que quand on multiplie par Q, qui est positif, donc pourquoi je précise qu'il est positif? Oui. Et oui, parce que quand on multiplie par un nombre positif, ça change le sens de l'inégalité. Quand on multiplie par un nombre négatif, ça... Qu'est-ce que j'ai dit? Donc quand on multiplie par un nombre positif, ça garde le sens de l'inégalité. Et quand on multiplie par un nombre négatif, ça change. Donc je précise toujours que j'ai regardé si Q était positif pour pouvoir dire je ne change pas ou je change. Et qu'est-ce que ça devient? Q puissance n fois Q, on est d'accord, supérieur ou égal à 1 plus 1A fois Q. Jusqu'à là, ça va? Je multiplie par Q de chaque côté. Or, Q puissance n fois Q, ça fait quoi? Q à la puissance n plus n, donc je me dis, je commence bien. Pourquoi je me dis que je commence bien? Pas parce que je suis optimiste, parce que je me rends compte que je suis bien passé au rang d'après. Ce qui va être plus compliqué, c'est d'arriver au rang d'après par la suite. Mais en tout cas, ça commence pas mal. Petite question. Là, j'ai un Q. Oui, non, il n'y a pas de doute. Si vous voyez qu'il y a marqué la lettre Q, c'est qu'il y a un Q. S'il n'y a pas marqué la lettre Q, il n'y a pas de Q. Ok? Donc, est-ce que j'ai un Q ici? Oui. Or, dans l'hypothèse de départ, est-ce que j'ai un Q? Il faut bien le faire disparaître, ce Q. Et c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que Q? Oui, Chloé, ça l'a fait sourire. Qu'est-ce que c'est que Q? Non, bon, qu'est-ce que c'est que Q? C'est un nombre supérieur à 1. Et c'est même plus qu'un nombre supérieur à 1. Comment on l'a défini, ce Q, en fait, au compte? 1 plus A. Q, on l'a défini en étant 1 plus 1. Et donc, si je remplace la valeur de Q par 1 plus 1, est-ce que j'aurai Q à l'arrivée? Donc, toujours, vous voyez, ce déroulement intellectuel qui consiste à dire j'ai besoin de quoi? Pourquoi je dois faire ça? On ne fait pas les choses par automatisme, on fait les choses parce qu'on les comprend. Donc je ne veux pas de Q. Si je ne veux pas de Q, il faut que je remplace par quelque chose qui me permettrait d'enlever le Q. Or, la seule chose qui me permet d'enlever de Q, c'est ça. C'est Q égale 1 plus 1. C'est ce que je vais faire.
J'ai le droit d'écrire supérieur ou égal même quand c'est égal. Donc si je remplace, ça fait 1 plus NA fois 1 plus 1. Supérieur ou égal, qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec un produit de deux facteurs? Alors, factoriser, non, parce que justement, j'ai déjà une factorisation, donc on va développer. Alors, avec un petit peu de chance, j'espère qu'on va arriver au résultat escompté. On développe. Si on développe, c'est une double distributivité comme vous avez appris en quatrième. Donc, on commence à développer le 1. Je répète comment on développe. Le 1, ça va faire 1 plus A. Jusqu'à là, on est d'accord? Et après, on développe le NA. Ça va faire plus NA plus NA carré. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Bon. Sauf que moi, si je le veux au rang d'après, je regarde ma propriété, toujours se dire où je veux aller. Je vous l'ai déjà dit, quand vous connaissez l'endroit où vous voulez aller, c'est beaucoup plus facile de vous y rendre. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous pouvez essayer d'errer, statistiquement, vous n'y arriverez pas. Donc, où je veux aller? J'étais partie de ça. Ça deviendrait quoi le suivant de ça, à ce niveau-là? Non, le suivant, c'est juste n qui se transformerait en n plus 1. Donc moi, je voudrais essayer de trouver une propriété où je peux faire intervenir ça, mais où il y a 1 plus n plus 1a. Mais je l'ai presque ça. Pourquoi je l'ai presque? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vous aide un peu. Je peux factoriser par 1. Donc ça va devenir supérieur ou égal à 1 plus 1a. Et là, vous vous dites que on a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que j'ai bien ma récurrence qui suit ici, sauf que j'ai un petit nombre en plus. Mais si vous ajoutez NA carré qui est positif, est-ce que ça sera supérieur à ça? Oui ou non? Oui. Est-ce que je suis bien arrivé au rang suivant? CQFD. Hérédité vérifiée, donc en conclusion, la propriété est toujours bonne. Pourquoi avoir fait ça? Vous avez du mal à écrire, à écouter, à répondre? C'est pas évident. Pourquoi avoir fait ça? Donc c'est bon, je l'ai prouvé, il n'y a pas de souci, j'ai bien prouvé que Q puissance n était toujours supérieur à 1 plus NA avec A positif. Ça, c'est vrai. Tu veux répondre? Et oui, on va passer aux limites et on va utiliser le théorème qu'on appelle le théorème de comparaison. Et donc là, c'est fini. Est-ce que je peux y passer le début là, s'il vous plaît? Oui. Oui. On va juste effacer là. Alors, d'après le théorème de comparaison, qu'est-ce qu'on a là? Dites-moi ce qu'on a. Alors, qui peut me dire comment on peut l'utiliser? Donc, en résumé, je vous rappelle que Q puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA et 1 est positif. Alors, normalement, vous devriez me dire, mais pourquoi on doit avoir A positif? Tu veux répondre à ma question pour la précédente, avant de dire pourquoi est-ce qu'on devrait avoir A positif? Alors, qu'est-ce que tu ferais donc? Du coup, on va pouvoir faire la limite de 1 plus NA. Alors, on fait la limite. Alors, elle fait quoi cette limite? On aura 1 plus l'infini fois quelque chose de positif, mais ça fera plus. D'où l'utilité d'avoir un nom positif. Est-ce que vous voyez que si j'avais une A négatif, le N fois A aurait été de quel signe? Négatif, et serait tendu vers quoi cette fois-ci? Vers moins l'infini. Alors que là, le A est positif, il est très important à cause de ça. C'est que si le A est positif, c'est qu'ici, ça va tendre vers plus l'infini. Et d'après le théorème de comparaison, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Limite de Q puissance n
quand un tend vers plus l'infini, Q étant plus grand que 1. Et vous avez démontré cette démonstration exigible, qui n'est pas la plus dure, hein, vous en ferez d'autres qui seront un peu plus difficiles, mais celle-ci n'est pas trop dure. Est-ce que ça va pour cette démonstration exigible? Le tableau, c'est exactement comme d'habitude. Je ne vais pas le reprendre systématiquement. Qu'est-ce que nous dit ce tableau? Si on a une suite UN, une suite VN et qu'on veut la somme, si c'est la même limite, on fait la somme, s'il y a un infini, etc. Et vous allez vous retrouver comme avec les fonctions, avec quoi? Des formes indéterminées. Et on reprend ce qui avait été dit au cours de vendredi. Parler de suite, en vrai, c'est reprendre tous les théorèmes que vous aviez appris dans le chapitre sur les fonctions et limites. Théorème de comparaison, d'encadrement, les infinis sur infini, les infinis fois 0. Donc vous allez retrouver les mêmes formes indéterminées qui sont plus l'infini moins l'infini, qui sont 0 fois l'infini, qui sont infini sur infini, et 0 sur 0. Et on a dit qu'on avait combien de formes indéterminées? 4. Est-ce que ça va pour ça? C'est le même principe que pour les fonctions? Oui. Donc après, c'est habituel, c'est juste des exemples. Hein. Quand il y en a une qui tend vers 4, ceux qui se rappellent, d'ailleurs, ceux qui ont un petit peu de mal avec les limites, chaque fois il y a un exemple. Vous voyez, c'est écrit entre guillemets. Mais 4 sur un infini, c'est un 0. 4 sur un 0, c'est un infini. Un infini sur un 0, c'est un infini. Vous avez des petits exemples. Alors, c'est pas moi qui fais le tableau. Hein. Je l'ai récupéré en faisant une capture d'écran sur Internet. Mais bon, quand il y a des choses bien faites, je ne vais pas faire mieux. Hein. Donc là, vous avez des petits exemples pour regarder comment fonctionnent les limites. Donc, vous pouvez les regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me poser des questions à moi. C'est quoi L? L, c'est la limite. L, limite. Donc, au début, c'était marqué au départ. Si la limite de UN, ça s'appelle L, et la limite de VN, ça s'appelle L'. Quand tu fais une somme, quand tu multiplies, donc après, tu vois. Bon, pareil, là, vous voyez, moins 4 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Vous avez tous les petits exemples où vous pouvez retrouver, soit intuitivement, soit en réfléchissant, les limites. Ça va? Mais tu sais que tu peux me poser des questions aussi. Hein. Je saurais y répondre normalement. Hein. Oui. Bon. Alors, ce qui est très important, c'est ce qui va suivre. D'accord? Donc, ici, on va reprendre un petit peu de vocabulaire. Et ce théorème qui va suivre, c'est celui qui va tomber pratiquement tout le temps en bas quand vous aurez un sujet avec les suites. Donc, première démarche. Qu'est-ce qu'on appelle une suite majorée? Un majorant, ça porte bien son nom. C'est une valeur qui majeure. Majorant, c'est donc une valeur qui va être plus grande. Est-ce que j'ai besoin de faire une interprétation graphique pour ces histoires de majorant ou minorant? Qui a besoin que je fasse une interprétation graphique? Donc, on est parti pour la définition. Alors, il y a une définition 3 qui s'appelle 3 deux fois de suite. Vous avez 3 aussi deux fois de suite? Bon. Alors, définition 3. On va parler déjà, et après je ferai la 3 d'ici. La notion de majorant. L supérieur ou égal à N. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une valeur grand M pour laquelle tous les éléments de la suite seront. Alors vous savez, quand j'attends comme ça, c'est comme si vous aviez un petit questionnaire à points. Il y a 3 points de suspension, mais comme je ne sais pas le faire au niveau de ma tonalité, mais normalement ça doit se comprendre parce que je ne fais pas ce rond. Point. Je fais ce rond. Vous n'avez pas entendu que je lève la voix? Ça veut dire j'attends quelque chose, c'est les 3 points de suspension. Je ne sais même plus ce que je disais. Donc, en dessous. C'est ça, oui. Ça, c'est un majorant. Qui ne voit pas intuitivement ce que c'est qu'un majorant? C'est une valeur qui est au-dessus de toutes les valeurs du N. Qui voit ce que c'est qu'un majorant? Les personnes qui dorment. Oh, oh. Si tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas. Hein. Ça va? Vous lui posez une question. C'est pas strictement supérieur à égal. Non, c'est pas strictement. Ça peut être égal. Mais vous avez cette notion que quand ça t'inverse, ça ne va jamais l'atteindre.
Mais on a cette inégalité large. Et de toute façon, l'inégalité large est toujours intéressante parce qu'elle englobe l'inégalité stricte. En vrai, ça sera rarement égal, voire jamais dans vos exercices, mais je m'en fiche un peu parce que l'inégalité large, elle englobe l'inégalité stricte. Donc je suis sûre de ne pas me tromper. Qu'est-ce que c'est qu'un minoron? Donc je vais l'appeler pi 7. Ben, c'est la même chose, sauf que ben, la suite, elle sera au-dessus cette fois-ci. Minoron, c'est donc ça minore. Donc là, j'aurai une valeur petit m, et ma suite, elle va toujours être au-dessus. Vous voyez ce que c'est un minoron? C'est toujours plus petit que la valeur de la suite. Est-ce que minoron, majorant, ça va? Et lorsque les deux sont... Oui, pardon. Mais du coup, c'est pas synonyme de limite. C'est pas forcément la limite, le majorant. Souvent, vous allez confondre en disant c'est la limite. Mais en vrai, un majorant et un minorant, je peux en trouver autant que je veux. Est-ce que là, j'ai encore un majorant ici? J'ai combien de majorants ici? J'en ai 2. Est-ce que là, j'ai encore un minorant? Donc, un minorant n'est pas forcément le plus grand des minorants. C'est un minorant, c'est quelque chose qui est plus petit. Donc, il peut avoir plusieurs minorants. Il peut avoir plusieurs majorants. Ça va? Et une suite qui est minorée et majorée, c'est ce qu'on appelle une suite bornée. Bornée, une borne avant, une borne après. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une suite bornée? C'est un truc qui serait comme ça. Donc, définition 4, suite bornée. Elle est minorée, elle est majorée. Donc, par exemple, vous aurez quelque chose qui ressemblera à ça. Un majorant, un minorant, et la suite, elle sera comment? Voilà, entre les deux. Alors, je ne sais pas si elle va faire ceci. C'est pas forcément une courbe trigonométrique, mais la suite, elle va être entre les deux. Tu veux qu'on fasse comme ça? Tu veux qu'on la fasse faire des vagues? Oui. Eh bien, on va lui faire des vagues. Voilà. Majorant, minorant. Ok? Oui. Je comprends que le minorant sera la valeur dans laquelle la courbe sera toujours supérieure. Alors, le minorant, tu auras toujours une suite au-dessus. Mais des minorants, tu peux en avoir plein. Il n'y en a pas qu'un minorant. Tu peux en avoir autant que tu veux. Ton minorant, si tu veux, tu en as plein qui vont être en dessous aussi. Donc, tu n'es pas obligé que ce soit pile la limite de ta suite. Mais c'est vrai que là, on se rend compte qu'on dirait qu'elle converge cette suite. Donc ça, c'est un minorant. Mais il y en a encore un autre en dessous, etc. Le minorant, il n'est pas unique, en vrai. Donc, ce serait quoi la définition de Minorant, c'est une valeur qui est plus petite que la suite, que tous les éléments de la suite. C'est tout. C'est ce qui a marqué dans la synthèse. Tu n'es pas obligé d'écrire. Regarde. Une suite était minorée lorsque m est toujours plus grand que m. C'est-à-dire m est toujours plus petit que les éléments de la suite. D'accord? Alors là, c'est bien parce que le théorème qui va suivre, le théorème de convergence, vous le surlignez en fluo, rose, jaune, violet, vert, voir par cœur. D'accord? Parce que c'est ce théorème qui va vous aider pour prouver que des suites sont convergentes. Vous ne le prouverez pas directement. Vous vous rappelez quand on faisait les escaliers? On vous disait, elles semblent converger. Eh bien, grâce à ce théorème, vous direz, elles convergent. Et si elles convergent sur le point fixe. Et ça sera une preuve. Et donc, théorème de divergence, c'est le contraire de convergence. Divergence, ça veut dire quoi? Ça ne va pas converger. Et donc, toute suite qui est croissante et non majorée diverge. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je vais faire l'interprétation du théorème de divergence, si vous voulez. Alors, d'abord, interprétation du théorème de convergence. Interprétation graphique du théorème de convergence. Alors, qui peut me dire que dit ce théorème? Il faut juste dire. Alors, j'ai une suite croissante, ok? Donc, je vais faire une suite croissante. Sauf que cette suite, elle est plus que croissante.
Elle est majorée. Donc ça veut dire quoi qu'elle est majorée? C'est qu'à un moment donné, elle ne pourra pas dépasser cette valeur. Et intuitivement, vous voyez, regardez-moi, je vous ai dit que mes cours étaient visuels, c'est pas gratuit. Je ne m'amuse pas à faire des mouvements partout pour le plaisir. Quoique, moi je viens du sud, dans le sud on parle de bras aussi, mais ça a quand même un intérêt pratique. Regardez le tableau s'il vous plaît. Tous. Une suite qui est croissante et qui ne peut pas dépasser, qu'est-ce qui va se passer? Elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et elle ne peut pas dépasser. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Alors elle ne va pas s'arrêter, mais elle va commencer à tendre vers. Elle va commencer à... Puisqu'elle ne peut pas dépasser, au bout d'un moment, elle va faire comme si elle stagnait. Elle peut descendre aussi. Elle est croissante, Eddie. Ah, bah, Elle est croissante. c'est vrai que Donc c'est pour ça qu'une suite est croissante et majorée, elle ne peut faire que converger. Parce qu'on va voir, au bout d'un moment, elle va se stabiliser. Oui. Du coup, c'est quoi la différence avec une asymptote? Eh bien, c'est un peu le même principe, dans le sens où cette droite, si c'était la limite, c'est ce qu'on appellerait avec une fonction une droite asymptote. Sauf qu'ici, ce n'est pas une asymptote parce que cette suite, elle n'est pas définie sur tous les points de la courbe. Donc tu ne peux pas raisonner comme si tu avais une courbe comme ça continue. Mais c'est le même principe, oui. Oui. Comment on démontre qu'une suite est majorée? Et bien, on va le démontrer par récurrence. Et on l'a déjà fait dans des exercices, je ne sais pas si vous vous rappelez, montrer que c'est entre 2 et 4, montrer que c'est croissant et entre 2 et 4. On l'a déjà fait. Et ça va nous servir à prouver qu'elle converge. Donc vous le montrerez comme ça qu'elle converge. Théorème de divergence. Donc pareil, quelqu'un me lit le théorème et on va faire l'interprétation graphique. Alors, donc, j'ai une suite qui est croissante, mais cette fois-ci, elle n'est pas majorée. Si elle n'est pas majorée, ça veut dire quoi? Elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et bon, vous voyez qu'intuitivement, on le comprend ça. Elle ne peut pas être majorée, donc ça veut dire qu'elle va toujours aller plus haut. Elle va toujours aller plus haut. Et aller plus haut, aller plus haut, aller plus haut, c'est aller vers où? Plus l'infini. Ça va, ça c'est assez intuitif ça. Croissante et non majorée, divergente vers plus l'infini. Oui. Est-ce qu'une suite croissante ou alors décroissante peut être par exemple croissante minorée et décroissante majorée? Alors croissante minorée, elle le peut, mais elle n'aura aucun intérêt d'être croissante minorée. Parce que si elle est croissante et qu'elle est minorée, en vrai, ça veut dire que tu ne sais pas si elle va stagner ou pas. Mais elle peut l'être, minorée croissante. Mais ça n'aura aucun intérêt d'un point de vue des limites. Alors ça, je vais le dire, par contre, vous pouvez noter, attention, en grand, un point d'exclamation. Un majorant n'est pas forcément la limite. Faites attention. Donc le théorème 3 est le suivant, on va déjà voir si vous le comprenez. J'ai une suite croissante qui tend vers une limite. Est-ce que vous êtes d'accord que ce que j'ai représenté est à peu près représentatif d'une suite croissante qui tendrait vers elle? Bon. Je veux démontrer que à ce moment-là, la suite est toujours plus petite que elle. En gros, on veut démontrer que cette limite est un majorant. C'est ce qu'on veut démontrer. Et vous allez me dire, ça se voit. Non, ne dites pas ça. C'est vrai que si elle n'est pas un majorant, sauf que ça se voit en mathématiques, c'est pas une preuve. Vous ne pouvez pas écrire dans votre sujet de bac, ça se voit. Donc bon, il va falloir trouver une autre méthode. Alors souvent, quand on ne sait pas faire des choses évidentes, ben, on va prouver que le contraire est impossible. C'est une des méthodes en mathématiques qu'on utilise et qui est beaucoup plus facile. Donc, on va supposer le contraire. Et qu'est-ce que c'est que le contraire de UN plus petit que L? UN plus grand strictement d'ailleurs, le contraire. Et c'est ce qu'on va appeler un raisonnement par l'absurde. Donc, vous avez bien compris qu'à partir du moment où j'utilise le mot absurde dans une phrase, c'est qu'à un moment donné, je vais arriver à une absurdité. Sinon, je n'appellerai pas ça raisonnement par l'absurde. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Donc, je vais supposer que le contraire est vrai. Donc, je suppose qu'à un moment donné, UN devient plus grand que L. Vous êtes d'accord? Bon.
veut dire que à un moment donné, j'ai une valeur ici qui va devenir plus grande que elle. Donc on va l'appeler 1, 0. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Bon. Pourquoi ça devient absurde? N'oubliez pas que votre suite, elle est comment? Croissante. Donc si votre suite est croissante, qu'est-ce qui va se passer pour tous les entiers qui seront plus grands que n0? Donc, dès que n sera plus grand que n0, un sera comment? Plus grand que un0. Est-ce que jusqu'à là on est d'accord? Parce que la suite est croissante. Vous allez avoir un ici, et ça va augmenter, qui sera plus grand que n. Et rien qu'en regardant le graphique, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Hein. C'est quoi? Alors qu'elle dépasse, c'est pas ça qui me gêne, parce qu'elle pourrait dépasser, tu sais, comme avec des oscillations. C'est pas qu'elle dépasse qui me gêne. Même que ça fasse des petits creux, je m'en fiche un peu que ça fasse des petits creux. Après, la suite, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Hein. Oui. Ça converge, puis ça dépasse. Alors, il semblerait que ça converge, et puis ça dépasse, mais ça fait plus que dépasser. Ça vient pas. Est-ce que ça pourra se rapprocher de 0, de L? Et pourquoi ça ne peut pas se rapprocher de L? C'est croissant. Eh bien oui, c'est elle est croissante. Que vous êtes au-dessus de L. Est-ce que d'après vous, ça va pouvoir se rapprocher de L? Qu'est-ce qu'il faudrait que ça fasse pour que ça se rapproche de L? Qu'elle devienne décroissante. Alors vous allez dire, ça reste encore de l'intuition, hein, ce que vous venez de dire. Hein. Alors comment ça va se rédiger? C'est là où vous dites, mais merci pour cette définition que vous ne devez pas apprendre avec les petits couloirs. Là, je ne sais pas si vous voyez là où je veux aller. Qui peut me dire s'il arrive à voir là où je veux aller? Ah, vas-y, dis-moi. Ah non, mais j'aurais eu c'est quoi le truc avec les petits couloirs, mais après, je sais pas. Et donc, je pense qu'il y a- ça veut dire quoi qu'une suite converge vers elle? Bah, Oui. Bah là, ça va sortir du couloir. Alors, ça va sortir du couloir. Mais lequel? On n'a pas fait de couloir pour l'instant. le couloir que j'ai. Eh bien, en fin de compte, cette histoire de petit couloir, en vrai, je sais que si elle converge, n'importe quel petit couloir, je vais avoir tous les éléments de la suite dedans. On le sait. Oui. On peut faire un couloir genre, entre L et petit. Et je vais même mieux faire. Je vais faire un couloir entre cette valeur-là, UN0, et la valeur L. Donc imaginez, je fais un petit couloir ici. Et je fais exprès de le prendre en dessous. Je fais un petit couloir ici. D'accord? Un petit couloir, un intervalle ouvert. Qu'est-ce qui va se passer? Comme je suis toujours au-dessus, mais de façon infinie, est-ce que je vais pouvoir retomber dans le couloir alors que la suite est croissante? Non. On voit bien qu'il y a une absurdité. On sait que la limite de UN, c'est elle. Ça veut dire que on peut construire, alors je vais l'écrire entre guillemets, mais je préfère que vous le compreniez, un petit couloir de telle sorte que la valeur soit en dessous de UN0, c'est important que ce soit en dessous de UN0, tel que la valeur ici, epsilon, soit en dessous de UN0. Or, on sait que si la suite tend vers elle, au bout d'un moment, tous les éléments vont être dans ce couloir, vous êtes d'accord? Or, il va exister un moment, il va exister un entier, vous voulez l'appeler comment? Un N, comme vous ne voulez pas choisir, choisir votre place, tel que, à partir de N1, dès que N est supérieur à N1, U N1 va être dans ce petit couloir. Ce petit couloir, je vais plutôt l'appeler L plus epsilon, L moins epsilon. Donc ça va être... Alors c'est pas à savoir par cœur, si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas. Ça fait partie du programme, je vous le dis, mais je ne vous le redemanderai jamais plus de votre vie. Et là, à partir de là, je vous ai tous perdus. Oui. On n'est pas obligé de comprendre. Moi, j'aurais dit à votre place, mais je ne comprends pas, mais même si ça ne fait pas partie du programme, je veux savoir. Et là, je suis sûre qu'il y a les 3 quarts qui se sont dit,
ça, je peux me déconnecter et faire semblant d'écouter, et puis après je sais pas comment on dit, mais m'envoler dans des pensées qui seront plus sereines. Oui. J'ai pas terminé. Est-ce que je peux juste terminer parce que je fais des diversions, mais après on va se perdre de vue et. Oui. Est-ce que les petits. Enfin, je fais un petit couloir, je compte une démonstration. Alors, le fait de dire petit couloir, en vrai, j'ai pris un epsilon. La véritable chose, c'est ça. Tel que la valeur L moins epsilon soit inférieure à UN0, ça c'est mathématique. Quand je parle de petit couloir, j'ai pris un epsilon qui est assez petit autour de L. Et comme ce epsilon est assez petit, c'est ça qui fait que ça tend vers L. Dans l'intervalle d'image? Oui, dans l'intervalle image. Et je le prends très petit pour que ça soit assez petit pour que ça passe en dessous, justement. D'accord? Et c'était pas ça d'ailleurs. Il faut que, tel que UN0 soit supérieur, excusez-moi. UN0 soit supérieur, sinon ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, à partir du moment où je prendrai un n qui est plus grand que n0 et plus grand que n1, ça voudra dire que je suis à la fois dans le couloir et à la fois en dehors du couloir. C'est embêtant quand même, hein? Oui, parce qu'à partir de n1, je suis dans le couloir. Mais à partir de n0, je suis en dehors du couloir. Donc si je suis à la fois dans le couloir et à la fois en dehors du couloir, c'est que c'est absurde. À partir de n supérieur à n0 et n1 supérieur à n1, je suis à la fois dans le couloir et à la fois à l'extérieur du couloir. Ce qui n'est pas possible. Donc l'hypothèse de départ est fausse. Dans et hors du couloir. Absurde. Elles sont bizarres, hein, les démonstrations par l'absurde des fois. Hein. Mais intellectuellement, c'est très beau. Hein. Si un jour vous continuez dans les maths, vous verrez que c'est vraiment très beau intellectuellement ce qu'on est en train de faire. Oui. Donc, je vous fais un petit exemple et là vous allez voir combien c'est intéressant ce théorème des suites croissantes et majorées. Donc, on vous demande de prouver que cette suite est croissante et majorée. Vous n'allez pas, s'il te plaît, vous n'allez pas le prouver de suite. Enfin, comme ça. On va le prouver par récurrence. Est-ce que vous êtes d'accord que rien qu'avec cette inégalité, je montre que la suite est croissante et majorée? Donc ça, on en a déjà fait. Donc cette propriété va se montrer par récurrence. Alors, comment on le prouve par récurrence? On commence par faire initialisation. Qu'est-ce que je calcule pour faire l'initialisation? Initialisation. Pour n égale 0. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? J'ai peut-être besoin de calculer U1. Ou pas? Donc on va déjà dire que U0 fait 1. On va dire que U1, comment on fait pour calculer U1? 1 demi fois U0 plus 1. Donc ça fait 3 demi. Est-ce qu'on a bien U0 plus petit que U1 plus petit que 2? Oui, c'est quoi après l'initialisation? L'hérédité. Alors ici, c'est une hérédité qui est assez facile. Pourquoi? Je vous ai dit qu'il y avait 3 types de faire une hérédité, 3 types pour faire une hérédité. Ici, pourquoi je vous dis qu'elle est assez facile? Hérédité. Pourquoi c'est assez facile? Et on va remonter pour aller à n plus 1 par rapport à notre hypothèse de départ. Ce que tu fais là, tu t'en sers plus après, c'est juste au début. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que pour un entier n, c'est vrai. Et on va montrer que c'est vrai au rang d'après. Mais le rang d'après est très facile à faire. Pourquoi il est très facile à faire? Comment vous faites pour passer de un à un plus 1? Fois un demi. J'ai le droit ou pas? Pourquoi? Parce que c'est positif. Parce que c'est positif. S'il vous plaît, écrivez-le. Vous me ferez le plus beau des cadeaux si quand vous faites votre récurrence et que vous multipliez par un nombre positif qui est marqué supérieur à 0. Là, je regarderai votre copie tirée. Je suis contente. S'il vous plaît. Parce qu'en vrai, c'est important de le vérifier. Donc, si je multiplie par un demi, je le fais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Plus 1. Plus 1. Un demi fois 2, je ne suis pas obligée d'écrire, ça fait 1. C'est bon. Après, je fais plus 1, j'ai le droit de rajouter, il n'y a pas de souci.
Et en vrai, cette hérédité, elle est hyper rapide à faire. Parce que 1 plus 1, ça fait 2. Donc en gros, vous êtes arrivé à UN plus 1, plus petit que UN plus 2, plus petit que 2. Est-ce qu'on est bien passé au rang d'après? Est-ce qu'on est bien passé au rang d'après? On était parti de ça, on était arrivé à ça. Est-ce qu'on est bien passé au rang d'après? Quelqu'un a un doute? Un doute? Parce qu'en fait, quand on veut pour un demi, un demi UN plus 1 pour un demi, s'il y a tout de UN plus 1 qui faut un demi, Oui. et ça fait un demi. Attention, les indices, c'est des indices. C'est juste pour dire les mots, ça ne se calcule pas avec le 1 2. Faites attention quand vous écrivez. Ah ouais. Oui. J'ai pas compris comment on est arrivé à la deuxième ligne. Ben, un demi de UN plus 1, c'est UN plus 1. Un demi de UN plus 1, c'est UN plus 1. Et un demi de UN plus 1 plus 2, c'est le suivant. Mais c'est quoi le suivant de N plus 1? C'est le suivant de N plus 1. C'est N plus 2. Donc, en conclusion, c'est toujours vrai. Et donc, en conclusion, cette suite, elle est toujours quoi? Croissante et majorée. Donc, d'après le théorème de convergence, elle est, il y a le mot dans le théorème, convergente. Donc, en conclusion, puis je vous laisserai la parole, cette suite est croissante et majorée, donc elle est convergente. Est-ce qu'on sait faire quoi? Est-ce qu'on sait faire quoi? Eh bien non, je ne sais pas. Le majorant n'est pas forcément la limite. Vous l'avez retenu cette phrase? Je sais qu'elle est convergente vers une valeur qui sera plus petite que 2. Mais en aucun cas, vous pouvez dire qu'elle est convergente vers 2. En conclusion, cette suite est croissante et majorée, donc convergente. Ça, c'est le théorème très important que vous aurez à tous les sujets de bac. Vers une valeur L, et qu'est-ce qu'on sait? La seule chose qu'on sache sur elle, elle sera inférieure ou égale à 2. Mais ce que vous savez d'autre, c'est que cette valeur L, c'est le point fixe. Qu'est-ce que c'est que le point fixe? C'est le point qui ne bouge pas. S'il ne bouge pas, l'image et l'antécédent, et ça sont comment? Si ce point ne bouge pas par la fonction, la même chose. Ce qu'on sait, c'est que L est le point fixe de cette fonction. C'est-à-dire, vous savez que je vous entends là? Je ne suis pas sûre de l'oreille gauche. Donc, c'est le point fixe. Donc, L égale F de L. Et comment vous allez le trouver, le L? Si c'est le point fixe. Pardon, il n'y a pas de F. Si je ne définis même pas ma fonction. C'est quoi ma fonction de récurrence? Qu'est-ce qu'elle fait, ma fonction de récurrence? Elle multiplie par un demi. Et donc, si c'est le point fixe, on va dire que L vérifie un demi de L plus 1. Vous voulez la résoudre comment, cette équation? On fait passer le L d'un côté. Ça fait 1 demi de L égale 1, L égale 2. Alors vous allez me dire, mais tout ça pour ça. Vous dites que la limite, c'est pas le majorant. Et là, bien sûr, on tombe sur la limite, c'est le majorant. C'est le hasard. C'est tout. Voilà. Normalement, la limite, c'est pas forcément le majorant. Par contre, là, vous avez prouvé que si la limite existait, c'était 2. Et comme vous savez qu'elle existe, ça ne peut être que 2.